de 8h à 9h sur La Première. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous sur La Première. C'est comme chaque jour Ligne Directe qui commence. Et vous le savez, La Première se met aux côtés du service culturel et des artistes cette semaine avec le dispositif Solidart. On a la chance ici dans Ligne Directe d'ouvrir le bal en quelque sorte, en tout cas en radio. Vous savez, avec la crise sanitaire, beaucoup de secteurs ont souffert et souffrent encore. Le milieu artistique et culturel a été frappé de plein fouet et aura certainement du mal à se relever. C'est pourquoi La Première se met aux côtés de ces acteurs à travers ce dispositif donc Solidart, au travers de ces 3 supports web, télé, radio. En vous proposant ce matin un très beau plateau d'invités, on va se poser la question de la place, du poids, du rôle et de l'impact de la culture dans notre société calédonienne. Et pour en parler, nous recevons Alexandra Gardner, qui est directrice du Poemar, Évariste Wayaridri, qui est directeur général de l'Assa5, Quentin Rétali, directeur du Chapiteau, et Michel Richard, chef de la mission aux affaires culturelles. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Et bien sûr, comme chaque jour, le standard vous est ouvert au 258 pour venir vous asseoir avec nous, prendre une chaise virtuelle pour venir poser vos questions, témoigner. Voilà, la ligne directe est ouverte, c'est parti. Votre quotidien à la loupe dans Ligne Directe de 8h à 9h sur La Première. Tout d'abord, un grand merci à tous les 4 et un grand bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour venir nous parler de la culture. On va parler de l'art, de la place de la culture dans la société. Vous représentez 4 institutions qui sont vraiment au cœur de cette thématique ici sur le territoire. Quentin, vous êtes là. Merci d'avoir fait l'effort de venir parce qu'on le sait, les 15 derniers jours ont été compliqués et les 15 prochains le seront aussi. Depuis 15 jours à Boulary, vous aviez organisé avec le Chapiteau le festival solidaire qui s'est clôturé hier soir. Alors on va commencer cette émission pour savoir un petit peu comment ça s'est passé, quel est le bilan qu'on peut en tirer, est-ce que les Calédoniens ont répondu présent à l'appel que vous avez lancé? Dans l'ensemble, nous, on est très contents pour une édition, sur un festival assez original, parce que c'est une forme qu'on a un peu rodée avec 2 spectacles par soir sur 15 jours. C'est un peu un marathon à faire. Ça laisserait peu de temps aussi aux artistes pour se placer, s'organiser par rapport au temps qu'ils ont d'habitude. Donc, par rapport à la gageure que c'était, on est très contents. On a eu à peu près 1600 spectateurs qui ont participé, donc c'est pas mal. On pouvait avoir plus. Après, dans le contexte, il y a énormément de choses qui sont faites sur la période du 14 au 30 juin là. Donc par rapport à ce contexte-là, nous on est très 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 contents. Et puis l'important c'était qu'on puisse redynamiser un petit peu le secteur du spectacle vivant en particulier, parce que c'est là-dedans que le Chapiteau œuvre. Quand on dit le Chapiteau a organisé, on l'a fait avec les artistes qui ont répondu présents quand on les a sollicités. Et puis des partenaires aussi. Et des partenaires, oui. Donc du coup, voilà, c'est vraiment c'est quelque chose qui s'est un peu co-construit entre les différents partenaires qui ont pris part au festival. Et l'idée, donc, c'était qu'on puisse un petit peu générer de l'activité et donc un peu de rémunération, à la fois pour les artistes, mais aussi pour les patentés, les techniciens qui travaillent dans l'équipe du Chapiteau, pour un ensemble de prestataires en fait qui étaient sur l'événement. Et donc à ce niveau-là, on est content parce que voilà, on a réussi à générer un peu de rémunération. Donc c'est bien. Après, le Chapiteau n'a pas fait rentrer d'argent dans l'association comme on aurait aimé le faire, mais ça sera pour une prochaine fois. Et c'est pas le premier enjeu. Le premier enjeu, c'était vraiment qu'on arrive à avoir un moment convivial aussi avec le public, et ça a très très bien fonctionné. On a pu tester aussi notre petite restauration de tournée, ce qui a fait aussi ce qui amène beaucoup par rapport à la convivialité et aux espaces de discussion autour des spectacles. Donc le but, c'était d'apporter un cachet à des artistes qui en ont été privés pendant la crise du coronavirus, à un moment où on parlait normalement de reprise culturelle. Là, il y a eu un gros décalage. Donc l'idée, c'était de leur offrir un cachet pour qu'ils puissent continuer à créer ensuite et continuer à proposer des spectacles. C'était ça le but premier de ce festival? Oui, parce que pendant 6 mois, les artistes n'ont pas diffusé, ça c'est vrai. Ils n'ont pas eu de rémunération, mais par contre, ils ont créé. C'est-à-dire qu'ils ont mis à profit ce temps qu'ils ont eu là pour sortir des spectacles. Et ces spectacles-là, maintenant, il faut les montrer. Il nous reste 6 mois de l'année pour pouvoir les diffuser. Donc l'idée, c'était de pouvoir... Il y a eu dans le festival quelques premières qui auraient normalement dû se faire entre mars et juin, qui n'ont pas pu. Et donc là, du coup, elles ont pu être présentées. Et puis après, elles vont partir en tournée. Nous, la semaine prochaine, on arrive sur la commune de Vaud, où on va rester 2 week-ends. Donc du coup, après, ils vont tourner avec nous. Crazy Car, les 10 petits doigts, Histoire 2 sont des spectacles qui seront dans la saison du Chapiteau. On va bien sûr en reparler dans la programmation du Chapiteau. Donc le Chapiteau qui est une plateforme, une scène un peu itinérante qui permet de proposer de la culture partout où on n'en a pas forcément accès. Ça, c'est votre mission principale. Aujourd'hui, on a vraiment composé un plateau avec le Poemar, l'Assa5, la mission des affaires culturelles, des acteurs principaux de la culture, en tout cas des acteurs incontournables de la culture sur le territoire. J'aimerais vous entendre faire un petit tour de table et vous entendre chacun pour que vous puissiez nous définir ce qu'est la culture
D'après vos mots, vos visions à vous, qu'est-ce que c'est que la culture et à quoi ça sert? Qui veut commencer à ça? On donne la parole aux femmes. Allez, on est galant. Alexandra Gardner, donc vous êtes la directrice du Poema. Donc pour vous, la culture, en quoi c'est important et qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la culture? Il y a plein de façons d'aborder la culture. Je pense que celui qui doit avoir la vision la plus globale, c'est certainement Michel Richard avec la mission aux affaires culturelles, puisqu'il aborde la culture d'un point de vue patrimonial, il aborde la culture d'un point de vue enseignement, transmission, et il aborde la culture d'un point de vue création artistique. Alors on va peut-être se tourner vers Michel Richard dans un premier temps. Oui, le Poema, on parlera tout à l'heure. Quelle est l'importance de l'importation des artistes, car le Poema, c'est le pôle d'export de la musique et des arts, donc calédonien, vers l'extérieur. Donc Michel Richard, chef de la mission aux affaires culturelles, qu'est-ce que ça veut dire culture pour vous? À quoi ça sert la culture dans la société? Moi, je voudrais pas faire de grandes phrases, en fait, pour que les auditeurs peut-être comprennent directement les enjeux qui sont les nôtres. Je dirais que la culture, c'est tout ce qui n'est pas le business, hein, et c'est ce qui nous concerne autour de cette table. Je sais pas, je peux vous donner un exemple, c'est-à-dire pourquoi on subventionne en fait l'économie culturelle. Prenons un exemple qui doit parler à Nouméa, celui du Théâtre de Lille, hein, qui fait venir des spectacles, alors ce ne sera pas le cas cette année, mais qui fait venir des spectacles de France. Si vous voulez, il achète le spectacle, il héberge les comédiens, il les nourrit, etc. Et puis si vous vendez la place au coût réel de cette économie, vous vous apercevez que ça coûte très très cher. Et vous avez la subvention en fait, permet de compenser, de rendre accessible le prix du ticket à la population en général. Et puis la subvention aussi, et je prends l'exemple du Théâtre de Lille pour que ce soit parlant, bien sûr, il y en a bien d'autres. La subvention aussi permet avec certains artistes qui vont développer des projets avec la structure, de rayonner sur le territoire, d'aller travailler avec les populations avoisinantes. Alors à Nouville, c'est d'autant plus intéressant parce qu'il y a différentes catégories de population, il y a le Corrèze, etc. Donc le Théâtre de Lille est très impliqué en direction de ses publics. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais en tout cas... Vous avez commencé votre réponse en disant que c'est tout ce qui n'est pas business, mais quand on parle d'éducation ou de santé, par exemple, on n'est pas dans le business non plus. Non, mais là, je vous parlais de formes de spectacle. Après, sur tout ce qui est éducation, alors c'est un vaste sujet. Vous avez la problématique de l'enseignement spécialisé avec par exemple le Conservatoire de musique et de danse de Nouvelle-Calédonie, mais vous avez aussi l'éducation artistique à l'école, dans le primaire et le secondaire. Et là, c'est un partenariat que nous avons avec le vice-rectorat et la DANC. Qu'est-ce que vous avez sur l'éducation? Vous avez aussi l'enseignement supérieur, diplômant, j'entends, et la formation professionnelle. Enfin, il y a beaucoup de choses et c'est vrai que la MAC s'occupe un peu de tout ça avec ses petits moyens. On aura certainement l'occasion, enfin j'espère en tout cas on aura l'occasion de parler aujourd'hui de l'impact, l'importance de la culture dans le processus d'éducation, le processus d'éveil. Mais on va continuer ce petit tour de table pour savoir un petit peu avec vous, par exemple Évariste Ouayar-Idri, vous êtes le directeur général de la SA5. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot culture? En quoi il est important dans la société, ce mot? La culture. La culture, c'est un peu le socle de l'identité du pays. Je pense, quand on parle de culture, on ne peut pas... On pense tout de suite à Mélanisa 2000 en 75, à tout ce que toutes les conséquences que ça a eu dans le processus historique par la suite de la Nouvelle-Calédonie. La signature de l'accord de Nouméa s'est fait en même temps qu'on a inauguré le centre culturel Tchibaou. Donc la culture, c'est un positionnement, c'est le reflet de ce qu'est la Nouvelle-Calédonie. C'est un socle, c'est un levier du pays. Et la culture, c'est pas un secteur, c'est un environnement. Il est difficile à cloisonner, c'est ça? C'est que ça touche à plein d'aspects de la société finalement. C'est quand il y a de la culture quand on parle d'enseignement, quand on est dans tous les secteurs, quand on parle de tourisme, on ne peut pas ignorer le fait que la culture a un rôle à jouer. Donc
La culture, c'est un élément très important. Pour moi, c'est le socle de l'identité calédonienne. Quand on parle culture, on entend souvent spectacle. Pour vous, ça va finalement plus loin que ça? C'est vraiment quelque chose Oui, c'est le spectacle. La culture, c'est l'identité, ce sont les signes identitaires. La culture, ce sont les langues vernaculaires. La culture, c'est le patrimonial. La culture, c'est les savoirs. L'expression pratique, finalement, à un moment concrète d'une société à un instant, c'est ça? C'est l'expression de, que ce soit une danse, une peinture ou une musique, oui. C'est ce qu'elle exprime à ce moment-là, finalement? La société ou l'artiste? C'est le lien, non, moi je pense que c'est le lien entre le passé, le présent et le futur. C'est vrai que les artistes sont les interprètes d'une époque, d'une société, mais ils sont aussi le lien entre ce qui existe, ce qui a existé et ce qui continuera à exister. Et donc, ils ont un rôle éminemment important à jouer. Quand on regarde dans le passé, finalement, ce qui nous permet de comprendre une société, les vestiges qui restent, c'est finalement plus les œuvres culturelles que même si on parle d'architecture ou de livres, etc. C'est toujours un petit peu la culture qui reste finalement. C'est ce qui a été... La culture est plein de choses. Par exemple, moi, je vois des notions comme le vivre ensemble. C'est quelque chose qui traverse le temps et pour lesquels les artistes sont là pour apporter du contenu. Et chaque époque, chaque génération apporte justement cette pierre à travers la culture. C'est dans ce sens-là que la culture, c'est un témoignage de ce qu'on vit, et c'est dans ce sens-là qu'il a un rôle très important, au-delà de l'aspect, on va dire, monétaire, l'aspect financier. C'est tout cet aspect de la culture qui est immatériel, qui est très important, qui nous permet de définir un pays. Voilà. Alexandra Gardner, je vous retourne donc cette question. Vous êtes directrice du Poemar. Pour vous, la culture, alors en tant qu'individu ou en tant que directrice du Poemar, qu'est-ce que c'est? En quoi c'est important dans la société? À quoi ça sert? C'est important parce que ça participe fortement à l'émancipation d'une population. C'est lui donner des moyens de réflexion et d'expression. Donc ça, c'est le fondement, je dirais, presque de la démocratie. Donc ça me paraît fortement important. Et comme le dit si bien Évariste, oui, c'est aussi l'expression d'une identité. Et vous, Quentin Rétali, vous êtes directeur du chapiteau, donc cette plateforme, cette scène un peu itinérante qui va apporter la culture partout. C'est quoi le but? C'est d'être un peu un messager, un lien finalement, une passerelle entre les différentes formes de culture et de pouvoir apporter, de créer des échanges, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, on n'apporte pas la culture dans le sens où, comme si on s'imaginait qu'il n'y en avait pas là où on arrivait. Les gens ont une culture, la culture elle est partout, comme disait Évariste, et comme en fait c'est un concept assez large, la culture. On va avoir l'idée que c'est un divertissement, que c'est quelque chose qui sert à oublier la grisaille du quotidien, à s'évader un petit peu de ça. Et ça, à ce niveau-là, ça a une force qui est quand même importante, il ne faut pas le négliger non plus. Dans le divertissement, il y a aussi le côté où ça divertit, dans le sens où ça va écarter les gens, ça va les détourner un petit peu aussi de certaines réflexions et de certaines choses. Et à ce niveau-là, c'est le côté un petit peu, on va dire, négatif, souvent qu'on va poser sur la culture, l'idée qu'elle nous détourne des sujets importants. Mais en même temps, dans la culture, il y a aussi quelque chose qui va nous ramener dans les sujets importants, dans une autre forme de culture, où là, on va plutôt la poser comme quelque chose qui va secouer la société, qui va faire débat, qui va inciter les gens à poser de la pensée, à poser de la réflexion, et puis qui va faire du lien, qui va faire, comme disait Alexandra, de la cohésion entre les différentes communautés, qui va justement, à travers un questionnement, amener à savoir pourquoi finalement on vit ensemble, pourquoi on va cohabiter, peut-être poser quelques règles aussi entre nous, mais simplement ça se fait de façon assez informelle, en dehors, à côté d'un spectacle, autour d'une exposition, en fait c'est un prétexte. À ce moment-là, la culture c'est un déclencheur, c'est un petit moment qui va nous permettre de dire mais en fait j'avais pas vu les choses comme ça. L'artiste il m'amène à faire un pas de côté, il m'amène à sortir justement de la conception habituelle que j'ai du monde, pour voir quelque chose de différent, pour amener une autre vision des choses. Et avec ça, c'est ça qui va faire le dialogue en fait. L'œuvre d'art, c'est un médiateur.
pour arriver à poser un dialogue. Et c'est aussi l'occasion de se retrouver tous ensemble par rapport et de proposer des sujets, avec de lancer des conversations finalement en réunissant tout le monde. Je vais prendre l'exemple de Nouméa Féerie au mois de décembre. On voit vraiment sur la place des Cocotiers, il y a toute la Calédonie qui est là et qui regarde finalement un sujet commun et qui ensuite va se rencontrer, va en débattre. C'est aussi ça la culture, c'est se permettre cette effervescence un petit peu de réflexion et de voir que finalement on a tous les mêmes préoccupations quelque part. Oui, ça sert à ça, Alexandra Gardner. Il y a une notion de partage déjà évidemment, il y a une notion de création de lien social entre les personnes qui sont présentes, le public, de créer du dialogue, oui, de créer du lien. Et oui, c'est super important. Et alors, on le voit, ça va beaucoup plus loin que simplement le spectacle, le divertissement. C'est quelque chose qui est vraiment central. Finalement, on est toujours baigné dans la culture, quoi qu'on fasse. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, ça, c'est peut-être vous, Michel Richard, qui pourriez y répondre. Vous êtes chef de la mission aux affaires culturelles. Alors, c'est un détachement du ministère de la Culture ici en Nouvelle-Calédonie. Quel budget on alloue à la culture en Nouvelle-Calédonie chaque année parce qu'on l'a compris, c'est quelque chose qui est vraiment au centre finalement de la vie, qui met un petit peu les rails de la société de demain, au même titre que l'éducation. Donc qu'est-ce qu'on y met comme moyen pour être à la hauteur des enjeux que ça provoque finalement la culture ? Alors déjà pour vous dire que c'est pas l'État qui est en responsabilité sur ce domaine en fait, la culture. Moi ma mission qui dispose d'un budget en tout cas qui permet quand même de faire des choses, en tout cas n'est pas en première ligne. Ce sont les provinces qui ont cette responsabilité. Je sais d'ailleurs que dans pas mal d'émissions vous les avez invitées, donc elles vous répondront. Vous avez tous entendu parler de la contrainte qui a pesé depuis 5 ans sur les budgets culturels. Donc je pense qu'ils ont pu largement être divisés par 2. Je ne sais même pas comment on se relève en fait. On a l'impression effectivement que c'est toujours la culture qui trinque. Dès qu'il y a des restrictions de budget, c'est la culture qui trinque. Comme si c'était quelque chose vraiment d'annexe, de secondaire, si on a le temps, on s'en occupera, quoi. Oui, on peut l'analyser comme ça. Et pourquoi ? Alors qu'on voit, c'est important, ça touche tout le monde, tout le temps, sur tous les aspects de la vie. Je ne sais pas, c'est difficile pour un service de l'État de répondre à cette question. Alors, je m'adresse à tout le monde, c'est vrai qu'on va peut-être philosopher un petit peu, mais c'est en tout cas peut-être, ça vient du fait que la Nouvelle-Calédonie a eu de l'argent à un moment et une grande ambition, notamment en termes d'équipement, et qu'aujourd'hui les financements ne sont plus là et que c'est un peu difficile. Et voilà, et je passe la parole. Alexandra Gardner, vous avez envie de réagir ? Non, pas particulièrement, effectivement. Enfin, je réagis surtout au nombre d'équipements. C'est vrai que moi, je suis un peu abasourdie parfois par le nombre d'équipements qu'on a pu créer à un moment donné où il y avait une manne financière importante et que maintenant, ces équipements sont presque vides de contenu tellement on n'a plus d'argent pour les remplir. C'est triste. Alors, oui, Quentin Ratali. Oui, pardon. Non, mais à titre anecdotique, c'est vrai que la culture, là, on a un chiffre qui est génial en ce moment avec le confinement, mais à l'année, on a à peu près entre 2 milliards et 3 milliards de budget global de toute province, gouvernement et institutions confondues. De deniers publics, donc. De deniers publics. C'est à peu près ce que les deniers publics vont devoir sortir pour les hôtels pour le confinement. Pour donner un peu une idée, c'est-à-dire qu'on se retrouve on finance tout le système culturel calédonien, toute la décentralisation, même si on a eu des baisses, avec l'équivalent de la facture qui va sortir pour le confinement pour héberger les gens en quarantaine. Enfin voilà, c'est juste pour pondérer, ça ressemble à un gros chiffre, mais en fait on se rend compte qu'en 2 mois, ce gros chiffre, il va ailleurs d'un coup. Et alors, donc là, vous mettez en évidence un petit peu la petitesse de la manne financière à disposition des artistes de la culture. Les artistes sont vraiment les ouvriers de cette culture. Il y a beaucoup de strates. Là, on a le Prémar, on a la SACINC, on a la mission aux affaires culturelles. Chaque commune a son chargé d'affaires culturelles, la province, etc., les provinces, etc. De cette manne financière, qu'est-ce qui arrive aux artistes une fois qu'on a passé toutes ces strates finalement ? Et pourquoi est-ce qu'il y en a autant ? Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus de moyens directs aux artistes finalement ? Parce qu'encore une fois, on a aussi déjà au départ des équipements qui coûtent cher. Je crois que c'était Guillaume Soulard qui avait été l'invité d'une émission sur NC La Première qui disait que sur son budget, le budget global du centre culturel Chibaou reversait un faible pourcentage au final aux actions artistiques et culturelles, donc qui retombent dans les poches des artistes et des intervenants culturels. On a des équipements qui coûtent très cher, donc sur ce budget global de la culture, que Quentin donnait le chiffre de 3 milliards, on a déjà une très grosse part qui part dans les équipements.
On va juste rappeler aux auditeurs que le 258 est à votre disposition si vous voulez venir prendre une chaise virtuelle, venir vous asseoir avec nous sur cette grande table ronde installée à travers tout le territoire. Vous composez le 258, on vous attend pour vos témoignages, vos questions, vos réactions. N'hésitez pas. Donc on a parlé un petit peu des budgets qui sont difficiles à calculer, de l'importance de la culture dans la société. Évariste Ouayaridri, vous êtes directeur général de la SA5. Vous allez toucher un petit peu à tout ce qui va être la propriété intellectuelle, le côté artistique un petit peu plus abstrait, c'est-à-dire tout ce qui va être création, écriture, musique, etc. Je veux juste qu'on dise un petit peu sur la SA5. Combien est-ce que d'artistes sont référencés aujourd'hui à la SA5 et comment est-ce qu'on peut y accéder finalement? Et à quoi vous servez? Aujourd'hui, la SA5, elle compte 1200 sociétaires. Et pour pouvoir adhérer à la société, il faut simplement justifier d'un certain nombre d'œuvres musicales créées, dans la mesure où on est auteur, compositeur, éditeur. On peut adhérer à la SA5 et percevoir des droits d'auteur lorsque son répertoire est diffusé dans le spectacle vivant, à la radio, à la télé. Donc la SA5 va sur sa 16e année. Elle a été créée en 2004. Et aujourd'hui, on collecte à peu près 268 millions de francs. L'année dernière, on a collecté 268 millions de francs avec à peu près la moitié qui est reversée aux artistes locaux, l'autre moitié aux artistes étrangers. Et donc voilà, l'outil, la société continue son cheminement et joue son rôle pleinement, celui de collecter et de répartir. 1200 sociétaires, ça veut dire qu'il y a 1200 Calédoniens qui ont déposé un texte, une chanson, de la propriété, on va dire. 1200 Calédoniens. C'est énorme. Il y a une petite partie aussi, la société, la SA5 compte aussi bon nombre de sociétaires, d'artistes de la région Pacifique, du Vanuatu, du Salomon, Tahiti, de Wallis et Futuna. Mais on a à peu près 1200 sociétaires. Il faut savoir que chaque année, c'est entre 1200 et 1300 œuvres qui sont déposées quotidiennement, sont déclarées annuellement. Annuellement, oui. Voilà, à la SA5. Et donc, la SA5 se charge ensuite de gérer, de collecter les droits lorsque ce répertoire est exploité de diverses manières, dans le cas de spectacles vivants, à la radio, à la télé, voilà. Et alors, à vos côtés se tient Alexandra Gardner, vous êtes directrice du Poémar. Donc, le Poémar, c'est le pôle d'export et de la musique et des arts. C'est-à-dire que vous allez envoyer nos artistes à l'extérieur, à l'étranger. Alors, on a déjà du mal à les produire, à les faire travailler ici. Quel est l'intérêt de encore dépenser de l'argent pour aller les faire travailler ailleurs, du coup? À quoi ça sert d'aller... Justement, quand on a affaire à un marché étroit qu'est la Nouvelle-Calédonie, heureusement qu'on a des perspectives à l'extérieur, parce que je pense que ce qui est douloureux aussi parfois pour nos artistes, c'est le manque de perspectives qu'on peut avoir sur ce pays dû à l'étroitesse du marché notamment. Alors nous, c'est surtout, avant tout, les artistes qui viennent nous voir parce qu'ils ont un projet à l'export et pour lesquels on peut les soutenir avec une aide financière ou un accompagnement administratif. Donc ce sont eux-mêmes déjà les artistes qui ont cette volonté d'aller montrer un petit peu ce qu'ils produisent et d'élargir les publics, je dirais. Mais qu'est-ce que ça apporte concrètement au pays, du coup? Effectivement, ça offre une visibilité de la Nouvelle-Calédonie et de sa production artistique. Là, on peut se rendre compte que la production est très riche et très variée. Et ça, c'est important pour nous d'aller faire rayonner notre culture à l'étranger? Je pense qu'en termes de positionnement dans le Pacifique, oui, à mon avis, je veux dire, s'il y a eu des politiques qui ont créé des outils qui permettent, comme avec le Poémar ou avec notamment la coopération régionale, c'est qu'il y a vraiment des liens à créer, notamment dans la zone Pacifique, oui. Michel Richard, vous vouliez réagir, vous êtes chef de la mission aux affaires culturelles. Moi, je trouve que c'est super important, le rayonnement des artistes calédoniens dans la zone Pacifique ou ailleurs, parce qu'un artiste, plus il travaille, meilleur il est. Donc il a besoin, d'abord il a besoin d'exister sur le territoire et d'être repéré ailleurs. La culture aussi, enfin au plan artistique, ça part toujours de la rencontre avec l'autre. Et en les exportant comme ça à l'étranger, ils vont être accueillis, ils vont rencontrer d'autres artistes, des projets vont naître et des parcours comme ça vont se dessiner à travers le monde. C'est vraiment, vraiment important. Et vous, avec le chapiteau, Quentin, vous avez aussi des partenariats avec l'étranger, avec la France ?
On en a eu beaucoup à une autre époque. Maintenant, on en a un petit peu moins. On en a avec Quand vous dites maintenant, c'est à cause de la crise du coronavirus ou d'une façon générale depuis, on va dire, 4-5 ans, c'est quand même plus compliqué parce qu'on n'a plus forcément ces moyens-là. Et puis aussi, on a des contraintes d'organisation dues au budget qui ont fait que c'était de plus en plus compliqué de déterminer assez tôt les implantations, parce que pour arriver on va pas faire juste une date sous le chapiteau avec un artiste qui vient de loin. On va essayer de le mutualiser avec d'autres structures, mais il faut que d'autres structures fassent venir aussi et un peu de moyens. Donc c'est un peu un effet domino. Moins les autres structures peuvent travailler avec nous, plus il est difficile de monter ces opérations-là. On avait l'opération Féerie sur laquelle on avait quand même des échanges intéressants parce qu'on accueillait des compagnies soit du Pacifique et de métropole. Et ça permettait pendant le mois de décembre sur Nouméa d'avoir un échange entre les artistes locaux et les artistes internationaux, extérieurs, on va dire. Et du coup, il y avait des stages, des échanges. Et puis après, ce qui était vraiment bien aussi à une certaine époque, qui nous manque un peu, c'est quand on a des artistes qui sont en itinérance avec nous. On va dire le contexte du chapiteau oblige un peu les gens à rester sur place plus longtemps et à se croiser. Donc au niveau des artistes locaux, déjà c'est bien parce qu'une troupe arrive et puis celle qui va jouer le lendemain arrive et il va y avoir un croisement qui se fait souvent autour d'un repas, autour d'un temps comme ça, où les artistes vont pouvoir penser des projets, etc. Quand on a des artistes qui viennent de l'extérieur, c'est encore plus riche parce qu'ici, du coup, on arrive quelque part à faire une mini-résidence. C'est simplement résidence dans le sens où les gens restent et partagent un moment, une discussion, font émerger un projet. Et c'est comme ça qu'on arrive petit à petit à croiser et à tisser du lien entre des artistes extérieurs et des artistes locaux. Et là, il y a des perspectives qui vont naître, des projets qui vont naître avec, pourquoi pas, faire un retour, c'est-à-dire un artiste qui vient ici, qui est accueilli ici, quelque part, après il va accueillir aussi à son tour un artiste d'ici sur son territoire. Donc il progresse, ça crée de l'échange, ça crée du lien, on revient un petit peu aux mêmes thématiques de tout à l'heure. Quand on sort un petit peu, quand on va voir des spectacles, on a toujours l'impression, dans les publics, de croiser un petit peu toujours les mêmes personnes. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un noyau de personnes qui sort, qui se divertit, parce que déjà ça a un coût, et est-ce que vraiment toute la population veut de la culture, ou c'est un petit noyau et qui finalement fait rayonner pour essayer de provoquer du financement, etc. Est-ce que ça concerne vraiment tout le monde, la culture telle qu'on l'entend aujourd'hui, l'art en tout cas? Oui, moi je pense que ça peut concerner tout le monde. Après, c'est dans la pratique. C'est vrai que dans la pratique océanienne, on ne va pas forcément au spectacle. On fait le spectacle en permanence. Je veux dire, chanter, danser, ça fait partie des pratiques de tous les jours. Donc avoir cette démarche d'aller voir un spectacle n'est pas forcément évidente. Par contre, quand le chapiteau vient et s'installe au cœur de ces populations, on voit bien les yeux écarquillés et plein de belles choses et d'étoiles, de découvrir toutes ces créations, et ça peut motiver des choses. Ça peut motiver peut-être des envies de carrière ou des envies de se diriger vers ce secteur. Là, la semaine prochaine, vous partez à Vaud, Quentin. Vous êtes régulièrement tourné. Comment vous êtes accueilli en général ? Ça, c'est très variable. Ça dépend de chaque commune, de où on va exactement sur les communes, si on est au village, si on est en tribu, dans quelle tribu. C'est très très variable, donc c'est difficile de faire une généralité là-dessus. Mais sur ce que disait Alexandra, c'est vrai qu'il y a une autre chose qui existe dans la culture, c'est que c'est un peu le rôle qu'ont les opéras dans les métropoles ou des choses comme ça. C'est que c'est aussi un endroit où on se montre, le théâtre, et qu'il y a forcément un public qui alimente la culture, qui va sur toutes les opérations, parce que c'est l'endroit où il faut être, c'est un peu l'endroit in. Donc ça, c'est un des côtés de la culture qui souvent se retrouve sur des choses payantes, souvent, parce qu'il y a une sorte de discrimination là-dessus qui est recherchée parfois. Et puis après, il y a une culture qui est accessible et populaire. Parfois, c'est les mêmes spectacles. Ça dépend pas forcément du spectacle, ça dépend du contexte. On n'a pas du tout le même public sur du spectacle payant et sur du spectacle gratuit. Clairement, on n'a pas le même. On n'a pas le même public non plus quand on se déplace, effectivement, et qu'on va au plus près des gens. Et après, est-ce que les gens ont envie de culture ? Oui. Quand on va sur les îles ou des choses comme ça, on fait des jauges, on remplit des salles, c'est énorme. On dépasse les 500 personnes des fois. Est-ce qu'ils viennent parce que le chapiteau, finalement c'est une attraction, c'est un divertissement, ou c'est parce que c'est la programmation réelle qui est avec son coût et inhérent, etc., parce que ça a engagé, qui est...
On le voit en fait parce que du coup la fréquentation n'est pas la même tous les soirs. Si c'était que le chapiteau, on aurait toujours le même nombre de personnes qui seraient là. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a des soirées particulières qui vont attirer énormément de monde et puis d'autres moins. Donc les gens regardent, ils lisent les affiches et puis ils s'intéressent au contenu aussi. On voit vraiment des écarts. On peut avoir des soirs où voilà, il y a que 50 personnes. Alors soit c'est aussi parce que il s'est passé quelque chose aussi, il y a un autre événement, etc. Soit c'est parce que le spectacle n'a pas attiré autant que possible. Nous, on essaye de faire une programmation variée à ce niveau-là. C'est-à-dire des spectacles qui vont attirer très largement du public pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe, etc. Et puis après que ça attire les gens aussi sur d'autres formes qu'on défend un petit peu plus, par exemple. Pas forcément plus, mais qui vont amener, qui sont pas forcément aussi accessibles, qui sont un peu plus compliqués, etc. Et du coup, c'est le succès d'un spectacle va amener les gens à prendre le risque d'en voir un autre. Et est-ce qu'on assiste à l'émergence d'une culture calédonienne? Et quand je dis calédonienne, c'est vraiment au sens large avec toutes ces communautés. Parce qu'encore une fois, quand on va voir un spectacle, on va avoir des différentes communautés pour aller voir tel ou tel spectacle. Que si c'est, enfin, je sais pas, du théâtre, on va avoir une telle communauté, du hip-hop, une autre communauté. Est-ce qu'il y a aujourd'hui la création, une émergence un petit peu d'une culture, d'un art commun qui est en train de réunir un petit peu tout le monde? Est-ce qu'on observe ça en ce moment? Peut-être du côté de l'assassin, qu'est-ce qu'au niveau de la musique, parce qu'on a le Kaneka, par exemple, qui est une musique calédonienne, mais qui parle surtout quand même à la population kanak. Est-ce qu'on voit l'émergence d'une musique un petit peu plus fédératrice? Oui, il y a plusieurs sphères. Il y a dans le spectacle vivant, il y a des spectacles qui vont attirer plus une certaine communauté et d'autres. Il y a des propositions qui vont attirer, on va dire, un public beaucoup plus varié. Tout dépend en fait de la proposition qui est faite. Et c'est là où réside l'enjeu. Je pense de l'offre culturelle doit regarder ces aspects et faire en sorte qu'il y ait une pluralité, un pluralisme, qu'il y ait que l'on ne soit pas axé sur une certaine offre. Il faut tenir compte de toutes ces sphères parce qu'il y a une différence. Quand on voit au Théâtre de Lille, c'est un certain public qui va. Au Move à la Rivière-Salée, pour les concerts, c'est aussi un certain public. Il faut à un moment donné que ces publics-là puissent aussi se rencontrer à travers des manifestations qui doivent être réfléchies pour ça, parce que c'est aussi le rôle de la culture de faire ce genre de rencontres. Et comment on fait ? C'est quoi les clés, les outils qui sont mis à disposition? Il faut faire de la mixité au sein des Michel Richard. Moi, je sais ce que Quentin disait, en fait, c'est la mission en fait, de ces lieux. Quand il parlait de certains spectacles qui marchaient plus ou moins, mais en fait de recevoir de l'argent public légitime cette démarche, c'est-à-dire de présenter quelque chose dont on sait qu'il y a un potentiel pour ensuite glisser autre chose derrière qui est peut-être plus difficile, dont le public est encore pas prêt à recevoir, mais c'est établir un dialogue. C'est vraiment la mission de toutes ces structures culturelles que d'établir un dialogue en fait avec le public sur la diversité des propositions artistiques qui toutes parlent du monde tel qu'il est aujourd'hui et de la Nouvelle-Calédonie dans ce monde. Donc plus les subventions baissent, plus c'est difficile à faire et voilà. Mais alors que ça ne devrait pas devenir vraiment au centre des débats? Je veux dire, au gouvernement aujourd'hui, alors vous avez dit c'est une responsabilité provinciale plus la culture, mais au niveau du gouvernement calédonien, on n'a personne réellement en charge de la culture. On a monsieur Didier Poyaliwan, qui est la culture dans son artifice, dans son arsenal de dispositions. Parmi tant d'autres, on n'a pas d'agent chargé culturel au niveau du gouvernement, alors qu'on le voit, c'est très important. Pourquoi, à votre avis, et est-ce qu'on avance dans le bon sens finalement? Il y a quand même une direction de la culture au gouvernement. Dans les provinces, vous avez des directions de la culture, donc vous avez des personnels administratifs qui travaillent, qui font des propositions. Au niveau provincial, pas au niveau territorial. Au niveau du gouvernement aussi. Au niveau du gouvernement. Oui. Et voilà, donc... le ministre... Est-ce que les moyens qui sont mis en œuvre par rapport aux enjeux qu'on a mis en avant ici de la culture, est-ce qu'ils sont à la hauteur finalement?
Oh bah non, forcément que non, puisqu'on nous les diminue d'année en année. Non, je pense qu'effectivement, il faut des moyens pour favoriser des pratiques communes, des dialogues déjà entre les communautés, entre les artistes, entre les différents styles musicaux, entre les différents styles de danse. Dans la danse, c'est quelque chose qu'on retrouve. Je trouve que la mixité et le dialogue a bien été engagé. Il y a eu un vrai travail, je trouve, fait à ce niveau-là. Dans les arts visuels, ça émerge bien aussi. C'est peut-être plus dans la musique où on reste un petit peu plus sclérosé, je trouve, par style et que les liens entre les différents artistes et les différents styles musicaux ont du mal à se créer, à trouver des pratiques communes, en fait. Peut-être parce qu'il faut créer cette dynamique à travers un espace qui peut accueillir ces artistes. Peut-être parce qu'il manque de rencontres. Et parce que le public de la musique est sectaire. On est très sectaire connu, aussi. À l'école, etc. On fait partie de tribus musicales qui s'opposent aux autres, en fait, historiquement. Et est-ce qu'il faut créer cette culture un peu commune au risque de diluer chacune pour faire quelque chose un peu d'insipide au milieu, là, je sais pas. Non, c'est une vraie question, une sorte de soupe. Ouais. Ou est-ce qu'il faut revendiquer un peu chaque identité de style et puis, par contre, être curieux et aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Mais je pense qu'on peut faire les deux. Il ne faut pas mettre les choses en opposition. Vous savez, c'est comme souvent, je trouve, on met en opposition tradition et modernité. Alors que c'est forcément, pour moi, extrêmement complémentaire. La tradition doit perdurer déjà pour créer ce patrimoine, et puis pour venir nourrir le contemporain. Il faut autoriser aussi la modernité et le contemporain à permettre de se nourrir en fait de ce traditionnel. C'est-à-dire que le traditionnel puisse être utilisé, trituré, déformé. On se permet un peu des choses pour le faire évoluer. Mais la base, elle, doit rester là et c'est pour ça qu'on doit la préserver en fait. Et là, du coup, Alexandra Gardner, Monsieur Waya-Ridri, elle disait que la musique était restée un petit peu sectaire, c'est le mot que vous avez employé, un petit peu chacun dans son coin au niveau de la musique. Là, vous, avec 1200 sociétaires au niveau de la SA5, vous voyez une évolution, une mixité un petit peu des gens des passerelles qui se créent entre les différents styles? Je dirais que chacun, il y a comme disait M. Richard, il y a des tribus comme ça. Quand on fait partie de l'association rock, on peut ne pas évoluer vers d'autres genres musicaux. Mais il faut voir ça comme une espèce d'un regroupement. Moi, le mot sectaire n'est pas forcément... Je ne le vois pas comme ça, puisqu'il y a des plateformes où ces artistes se retrouvent. Il y a des propositions d'événements où on essaie de mélanger les styles, on essaie de mélanger... parce que c'est une famille, avant tout, même si les gens ont leur catégorie, ont leurs genres musicaux, ça reste une famille. Il faut voir ça comme un buffet garni avec plein de produits au goût bien particulier. Et plutôt que de changer les goûts de chacun, il faut plutôt donner envie aux gens, à chacun d'aller goûter un petit peu de tout. C'est plus ça l'idée de... Et puis il y a aussi ce que recherche le public. Je pense que mixer le public ne repose pas essentiellement sur les artistes. La radio a un rôle à jouer, la télé, c'est tout un ensemble d'acteurs qui doit aussi concourir à faire ça. Après, on en discutait, c'est une discussion qui est très courante. Il y a des fois des publics qui ne veulent pas se mélanger. Puis je veux dire, à un moment donné, il faut aussi respecter ça. Il y a des occasions, il y a aussi des lieux. On en discutait il y a pas longtemps, par exemple au Move, la même manifestation ne va pas aura du mal à accueillir un public mix, alors que la même programmation, le même contenu, on le met par exemple à la place de la Marne, le public sera là, c'est le public mix. Les gens, ils ont peur encore d'aller à Rivière-Salée, c'est ça? Non, pas ça. Bon, je pense pas. Je pense que c'est il y a des lieux comme ça qui sont entre guillemets étiquetés tel genre musical. Mais par contre, il y a des lieux où tout le monde se retrouve. Hein, et c'est le cas, par exemple, à la place de la Marne. Par exemple, ce week-end, il y a eu le festival 687 qui porte un peu cet esprit-là aussi de mixer les genres, mixer les publics. Et donc, le lieu s'y prête et ça marche. Vous ne souffrez pas de cette étiquette, vous, Quentin, au chapiteau? Vous êtes vraiment... vous n'avez pas d'étiquette, d'ailleurs, vous recevez des publics mixtes. Comment ça se fait, à votre avis? C'est cette itinérance qui vous permet ça?
Oui, en partie. Après, je pense que chaque lieu, comme dit Évariste, a une identité. C'est un travail qui se fait mais sur le long terme. C'est sur 10 ans, 15 ans d'habitude, d'une façon de programmer, etc. Une façon de penser aussi les projets. Le chapiteau, je ne sais pas s'il a une étiquette, parce que je pense que chacun le voit d'une certaine manière. Et bon, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas d'étiquette, du coup, parce qu'il change il change aussi régulièrement de projet. Il change l'endroit où il va. Selon les endroits où il va développer des projets assez différents. Les programmations vont changer aussi. Par exemple, là, la programmation qu'on fait à Vaud, c'est une programmation qui est construite en partenariat avec la commune. Et donc, il y a des choses que j'aurais peut-être pas moins mis dans la programmation, mais qui vont, parce que c'est un souhait de la commune aussi, rentrer dedans. Mais du coup, moi, ça m'intéresse. En fait, l'identité du chapiteau, c'est pas tellement d'avoir une programmation qui tourne, que d'avoir une façon de travailler en partenariat et en lien avec les différents territoires où il va se rendre. Enfin, c'est l'objectif. Après, pour arriver à ça, il faut des gens sur place qui ont envie de ça. Qui ont envie de travailler sur le contenu, etc. C'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui ont simplement des fois envie d'accueillir un événement festif. On le fait aussi. Mais idéalement, on essaye de construire les projets en commun. Après, ce qui nous manque, c'est toujours la même chose. Il nous manque des moyens, parce que ça prend du temps. Caler une programmation et puis dire on va faire la même partout, c'est relativement simple, c'est tenable, parce que voilà, on est rodé et puis on fait tourner ça. Après, développer ce qu'on appelle l'action culturelle, c'est-à-dire tout ce qui va être du montage de projets en discussion, dans un rythme aussi qui demande du temps, de la discussion et voilà, de faire plusieurs rendez-vous, plusieurs allers-retours, etc. Pour ça, il faut un petit peu de personnel. Parce qu'il y a un moment où on ne peut pas se multiplier, là on est 2, et on ne peut pas mener ce travail-là, on le menait mieux avant. On était 6 avant, donc c'était plus faisable. On a Eric au téléphone. Bonjour Eric, bienvenue à vous, on vous écoute. Ouais, Eric est en train de tuer ses unités. Pardon. Ouais, voilà. C'est Fly, pour les gens du... Bonjour Fly. Ouais. Bonjour. Du métier. Alors bonjour à tout le monde là, Quentin, Alexandra... et tous les représentants. C'était pour donner juste le point de vue d'un artiste, parce qu'on parle beaucoup de nous, mais voilà. On vous entend pas, oui. Allez-y. Pour réagir à des points qui ont été abordés, sur l'utilité, un peu toujours les mêmes questions qu'on entend. D'ailleurs, c'est un peu triste de toujours se poser la question à quoi on sert. Mais ça fait quelques années qu'on se la pose. Moi, ce que je voudrais que vous abordiez aussi, c'est la transmission. C'est-à-dire l'enseignement, la création d'une école d'art, sachant que la dernière, elle a brûlé depuis 2000, il me semble, qui a été une source de création d'intervenants artistiques. Après, on s'interroge pourquoi c'est toujours les mêmes personnes qui vont au spectacle et tout ça, mais je pense qu'il y a une histoire d'éducation. Parce que nous, on a tendance à nous prendre un peu pour des couteaux suisses. On est artiste, on n'est pas forcément professeur, vous voyez. Donc on nous cale souvent sur des interventions en milieu scolaire, pour pallier un peu ce manque de professionnels formés à la pédagogie artistique. Donc nous, on apprend souvent sur le tas à transmettre notre art, en même temps qu'on essaye de développer notre art. Donc on nous met une double fonction qui facilite pas, je trouve, l'émergence de nouveaux talents, quoi. Au niveau des arts plastiques, la relève, c'est fait, quoi. Quand j'entends Alexandra qui dit que ça se passe plutôt pas mal pour les arts visuels, je suis désolé. Tout ce que j'entends comme mesure ou comme débat, c'est ouvert sur le spectacle vivant pour l'instant. Fly, vous dites que les arts visuels en Calédonie, c'est chaud, quoi. La relève est mal assurée parce qu'aujourd'hui, les jeunes se rendent compte que c'est compliqué de devenir artiste et qu'il est plus facile d'aller vers de l'employariat ou du salariat. Non, c'est pas ça. C'est qu'il n'y a pas de structure d'enseignement dédiée. Il n'y a que des intervenants ponctuels. Il n'y a pas une vraie politique de développer une école d'art ou un vrai cursus, quoi. Il y a Alexandra Gardner qui va vous répondre. Nous, on intervient en quartier, mettons, auprès des gens. Si tu trouves un jeune qui a un talent, tu ne sais pas où l'orienter. Et dit que moi j'ai envie de faire comme toi, et toi tu lui réponds, tu fais comme moi, tu te démerdes.
Alexandra Gardner va vous répondre. Non, Merci, enfin, Fly. je n'ai pas grand-chose à répondre. C'est juste préciser par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand je disais au niveau des arts visuels, ça va bien. On parlait vraiment de contenu et de rencontre entre différents aspects de ce contenu, le côté traditionnel et le côté contemporain. C'est là où je trouvais qu'il y avait de l'émergence de contenu qui était intéressant. Qu'au niveau des arts visuels, en tout cas, on arrivait à trouver du maillage à ce niveau-là. Mais là, on parle de la survie de la culture, donc de l'artiste. Donc, les échanges, nous, on les fera de toute manière parce que c'est la base de notre travail, d'échanger, d'aller vers l'autre, de faire venir d'autres visions, de faire réfléchir. Une dernière chose avant que mes unités crèvent, si je peux juste... On peut peut-être relever votre numéro si des fois ça coupe, on vous rappelle. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, j'ai mis du temps à vous avoir. Ouais. C'était Quentin, il était pas là. Allez-y, on vous écoute. De toute façon, il nous reste 5 minutes d'émission, donc on va essayer d'aller un peu vite. Allez-y, Fly. Ouais, je vais juste par rapport à la volonté politique. Je veux dire, nous, on rassemble et on fait réfléchir. Et on tombe dans des périodes de l'entre-soi politique ou tu vois, des questions simples à des réponses simples à des questions compliquées. Donc, est-ce que c'est une priorité de faire réfléchir les gens et de les rassembler? Alors que là, tout le monde revient sur ses retranchements pour des raisons politiques. Donc, tout simplement, je pense que ça n'est pas une priorité qu'on soit, vous voyez, qu'on ait la réflexion plus avancée, parce que c'est l'artiste qui pousse à la réflexion. C'est le livre, c'est le tableau, c'est la chanson. Voilà, quoi. Ok, merci Fly. Mais la question merci beaucoup. En tout cas, la dernière phrase que vous avez posée, l'artiste pousse à la réflexion. Est-ce que justement, et là je vais m'attirer les foudres, je le sais, j'assume, est-ce que justement pour avoir des artistes de qualité, ils ne doivent pas justement être un petit peu, on ne doit pas justement leur offrir des écoles où on va finalement les formater à une société qui va attendre ce qu'on veut des artistes finalement. Est-ce que le fait de devoir être un petit peu un marginal quand on est artiste, ça fonde pas la création pour proposer un système nouveau et c'est pas ce qu'on attend de l'art? Là on est dans le cliché, monsieur. Ouais. L'argent public, on l'appelle public parce qu'elle est à personne. Le public, vous voyez. Il est fait pour éduquer les masses. Donc, si tu veux que ce soit des résistants de la culture qui éduquent les masses, les messages, ils risquent d'être un peu biaisés, quoi. Donc, si c'est un galérien qui veut te faire réfléchir, tu as créé des diables, hein. Merci, Michel Richard, vous vouliez réagir? Non, je suis d'accord avec lui. Je trouve que effectivement quelque chose qui manque cruellement au pays aujourd'hui, c'est une école d'art. Elle a existé. Alors c'est pas que ça va formater les esprits. Au contraire, ça va donner les moyens à l'artiste de s'exprimer avec tout ce qui est disponible en fait. Moi, voilà, c'est mon grand dada. J'espère que sur le petit temps qu'il m'est donné de rester sur le territoire, on arrivera à faire quelque chose. Je voulais juste dire, il y a dans l'économie de la culture, et on en parlait peut-être au début, il y a quelque chose qui est important qui s'appelle le contrat de développement, qui est un partenariat entre l'État et les collectivités locales, qui a permis beaucoup de mailler le territoire et de l'équiper. Et je croise les doigts pour qu'on en trouve un sur la renaissance d'une école d'art. On a perdu Fly, mais du coup, il nous reste 2 minutes d'émission. Je vais juste vous les laisser parce que j'imagine que vous avez plein de choses à dire. Donc voilà, Quentin, allez-y, 2 minutes. Oui, pour Fly. C'est vrai que du coup, je crois qu'il faut jamais se battre contre l'outil. Enfin, il faut imaginer un marteau. Si on met un coup sur la tête de quelqu'un, c'est pas le marteau qui est coupable, c'est la personne qui le manie. Et là, c'est la même chose quand on va développer des outils. Quand on va donner des outils aux artistes pour transmettre, etc. Ça va pas les formater et en faire autre chose que ce qu'ils sont. Ça va simplement les outiller pour pouvoir être des meilleurs pédagogues. Et Fly a raison, il faut de la formation pour ça. Et je pense que les arrivants sont un peu en retrait depuis quelque temps sur ça, mais parce qu'il y a eu un accent qui s'est développé sur la musique, parce que c'est une pratique d'ici, donc la FMI a fait un travail vraiment énorme, notamment en formation d'intervenants. Et dans le spectacle vivant, on en a, mais à un autre niveau, c'est-à-dire que c'est pas une volonté très établie des pouvoirs publics, c'est souvent des associations des compagnies, qui vont avoir des projets pédagogiques pour former des intervenants. Je pense notamment à Moebius ou au travail de Richard aussi avec la compagnie Nian. Ils vont former des danseurs
influenceurs et puis les inciter à développer une pédagogie, etc. Et donc du coup c'est presque un peu un travail qui vient des artistes eux-mêmes qui se fédèrent. Et je pense que dans l'art visuel, souvent ce qui peut poser problème, c'est qu'on n'a pas d'association d'artistes, c'est du travail qui est plus individuel et qui empêche peut-être d'avoir une dynamique qui vient des artistes eux-mêmes. Il y avait un travail qui se faisait avec l'association Cassiopée avant, qui était assez intéressant aussi, entre autres. Mais voilà, je pense que dans l'art vivant, on a besoin encore plus, dans l'art visuel, on a besoin encore plus d'avoir une volonté qui vient des institutions. Ce sera le mot de la fin, peut-être. Quelqu'un veut réagir très rapidement Juste. Évariste Oujaripi, directeur général de la C5. Pour dire qu'en fait, je profite pour dire qu'à part l'année dernière, nous avons commencé à répartir des droits provenant de l'exploitation des œuvres musicales sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Deezer, ce qui est une très très bonne chose pour nous. Et pour répondre à ce que disait Fly, entrer dans le numérique aujourd'hui, le numérique c'est l'avenir et on ne peut pas entrer dans le numérique, et le numérique c'est le visuel. Et on ne peut pas, la création visuelle ne peut pas intégrer ce nouveau monde, cette nouvelle façon de voir les choses si on n'est pas accompagné. Donc il y a besoin d'avoir des outils pour accompagner les créateurs, tant sur le plan musical que sur le plan visuel, pour justement faire prendre ce virage-là. C'est un enjeu considérable et c'est un enjeu qui suscite un positionnement politique fort. Voilà. Merci beaucoup. Là, c'est vraiment le mot de la fin. Je suis désolé, il est 8h59, on va rendre l'antenne. Mais merci à tous les quatre d'avoir été là. C'était passionnant de vous recevoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Ligne directe, première partie, c'est terminé pour aujourd'hui.